Salam alaikum Azeflaoun, bonsoir chers amis, bienvenue à ce nouveau numéro de Retour Info de la semaine. Chaque dimanche, comme vous le savez, on revient aux événements de la semaine phare, les événements phares de la semaine passée. Cette semaine, on avait parlé de beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Surtout, on avait d'abord parlé des événements historiques, puisqu'on est revenu en arrière. On est revenu dans notre histoire, dans notre passé, pour essayer de comprendre d'abord ces événements, ces personnalités, parce que décembre a vraiment marqué notre histoire de l'indépendance surtout, puisqu'on a vécu beaucoup d'événements, beaucoup de personnalités ont été assassinées ou mortes pendant décembre. Il y a eu beaucoup d'événements, donc on va revenir sur ces sujets de l'histoire de notre pays. Et aussi, on est revenu sur ces lois votées par les députés algériens, par le Parlement algérien, puisqu'il y a eu six lois, beaucoup de lois qui concernent directement les Algériens. Ils ont été expédiés par les députés. Il n'y avait pas eu un débat approfondi, il n'y avait pas eu consultation avec la classe politique ou la société civile. Ça, on reviendra sur ce sujet parce que c'est un sujet très sensible. Il y a eu des décisions et des lois qui vont marquer l'activité des Algériens, la façon de faire la politique, si je peux dire, en Algérie, parce que ça va affecter directement le militantisme d'aujourd'hui et de demain de l'Algérie. Parce que, comme je l'avais dit, c'est des lois très, très sensibles. On va y revenir. Et on va finir avec cet article du journal Khabar. Il a essayé de nous éclaircir, si je peux dire, sur ce discours, ce fameux discours tant attendu, si je peux dire, de M. Tebboune qui va le délivrer cette semaine devant les deux chambres du Parlement. D'après le Khabar, il y aura beaucoup de choses importantes. Il va déclarer beaucoup de choses qui va peut-être concerner le futur, l'année prochaine, si je peux dire, du pays. Donc, on va revenir sur ces sujets avec nos invités. On aura pour cette émission, on va essayer de comprendre ces sujets. J'ai le plaisir de recevoir pour cette émission M. Rafiq Bouhlal, économiste et militant de politique à partir de Paris. Si Bouhlal, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous et à toutes, à la régie, aux téléspectateurs de la chaîne Al-Magharibia, et je vous remercie infiniment pour cette invitation. Super, merci beaucoup M. Bouhlal. J'ai le grand plaisir de recevoir à partir de Vienne un expert onusien et militant politique, M. Sidi Mnad Si Ahmed. Docteur Sidi Mnad, marhaba bik, azrouflak. Bonsoir Salim, merci pour l'invitation et un grand salut à votre invité Rafiq Bouhlal, que j'apprécie beaucoup et qui, j'espère, aujourd'hui va nous éclairer sur beaucoup de choses parce qu'il est plus, je dirais, connaisseur de la scène politique algérienne que moi-même. Et bien sûr, salutations à tous les téléspectateurs ou spectateurs de Al-Magharibia, et tout en espérant apporter ma petite touche personnelle de ma petite expérience que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui. Je n'en doute pas, docteur Sidi Mnad. Merci beaucoup. Et j'ai le grand plaisir aussi de recevoir à partir de Bruxelles, avocat défenseur des droits de l'homme, M. Maître Salah Debbouze. Zouflak, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Azoul, bonsoir à vous et aux deux invités, c'est Rafiq et Sidi Mnad, c'est ça? Oui, Sidi Mnad. Sidi Mnad, c'est Ahmed. Voilà, c'est Ahmed. Et donc, bonsoir aux téléspectateurs. Et j'espère qu'on va essayer de comprendre d'abord et de communiquer ce qu'on a compris. Très bien. Humblement aux téléspectateurs. Très bien, merci beaucoup Super, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme l'avait dit le célèbre ancien Premier ministre britannique Winston Churchill, un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir. Donc, on va commencer par notre passé, par notre histoire. Restez avec nous.
Donc, on va revenir à notre histoire, puisque, comme je l'avais dit dans mon introduction, le mois de décembre a vécu, pendant l'histoire, a vécu beaucoup d'événements. L'assassinat de Ben Ramadan par ses siens, la mort de Zaïm Aït Ahmed après un long combat, la mort de Gaïd Salah, qui est oublié en ce moment, Gaïd Salah, qui a marqué lui aussi l'histoire de l'Algérie contemporaine. Et il y a Boumediene, qui est mort, soit assassiné, comme dira quelques sources, soit il est mort à cause d'une maladie. L'essentiel, elle était parmi les personnalités qui ont marqué l'histoire algérienne et les événements des 90, puisqu'ils ont commencé par l'arrêt des processus électoraux des élections législatives qui ont eu lieu le 26 décembre 1991. Donc, c'est ces événements qui ont marqué notre histoire. Je vais commencer avec vous, M. Rafik Bouhlal. Comme je l'avais dit, il y a eu beaucoup d'événements. Comment vous jugez vous-même notre connaissance de notre histoire? On parle de tabous, on parle des points noirs, si je peux dire, dans notre histoire que beaucoup d'Algériens ne connaissent pas. Comment vous expliquez ces tabous, si je peux dire, que beaucoup d'Algériens ne connaissent pas? Il est très important, comme vous avez dit, et comme vous avez cité Winston Churchill concernant son célèbre dicton, à savoir, pour un peuple a besoin de connaître son passé pour pouvoir construire son avenir. Et c'est malheureux à dire, et l'avenir et le passé de nos glorieux moudjahids, de nos glorieux personnages historiques qui ont fait de l'Algérie ce qu'elle est aujourd'hui, et ils ont donné leur vie, que ce soit à Ben Ramadan ou Da Aït Hussein, qui a été malheureusement condamné à mort en 1964. Pour les plus jeunes, pour les plus jeunes d'entre nous, qui doivent savoir que Aït Ahmed a été condamné à mort en 1964 et qu'il a été obligé de s'évader de la prison d'Al-Harrach pour s'exiler. Donc ce fameux passé revient chaque jour, et pour prouver que toute personne qui défend l'intérêt suprême de l'Algérie se retrouve condamné à mort, en prison ou exilé. Vous pensez, M. Bouhlal, que les Algériens connaissent leur passé, leur histoire? Alors, honnêtement, pour les plus jeunes d'entre nous, beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire de l'Algérie, la réelle histoire de l'Algérie, car malheureusement, le régime dictatorial qui est en place depuis 1962 et qui est un régime militaire qui s'est construit, qui s'est forgé au fil des assassinats de présidents, des coups d'État et des nominations à travers l'armée, ne connaissent pas la réalité de l'histoire algérienne. Et il est important que pour les historiens, pour les militants politiques et pour les chaînes d'information comme Al-Magharibiya, d'avoir ce devoir de mémoire et de montrer ce qui se passe dans la réalité. Et effectivement, le peuple algérien, pour la plupart d'entre eux, connaissent que le récit officiel qui est martelé, matraqué par les chaînes et la propagande de ce régime, mais la réalité comme celle de Aït Ahmed ou du colonel Ben Ramadan, qui a été malheureusement assassiné par les siens au Maroc, et que on essaie de cacher cette vérité ou de travestir la réalité, est quelque chose de dangereux pour les générations à venir, à savoir cacher la réelle vérité et cacher le visage de ce système algérien qui s'est construit sur une rente mémorielle où ils n'ont aucun mérite à l'avoir, sachant que ce soit Aït Ahmed Ben Ramadan ou d'autres personnes qui ont fait la guerre d'Algérie et qui ont participé à la naissance du FLN, à l'élaboration de politique pour pouvoir avoir cette indépendance, est malheureusement cachée et travestie. Et il est très important de rappeler encore et toujours la place de ces personnes au sein de la société,
et au niveau historique, au niveau mémoriel, et surtout l'apport qui ont donné durant toute leur existence pour avoir un pays digne de ce nom. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui et nous sommes encore sous une dictature qui malheureusement viole toutes les règles que ce soit historique et en utilisant la rente mémorielle pour rester au pouvoir et maintenir leur place en détournant l'histoire, en mentant aux Algériens et aux Algériennes et en continuant à extrader et pousser à l'exil toutes les forces vives de ce pays et avec un résultat catastrophique en 2025, à savoir une scène politique vide et un peuple malheureusement pour la plupart qui ignore la réalité de l'histoire algérienne. Très bien. Mais docteur Sidi Mennad, si on vient parmi les figures dont je viens de citer les noms, M. Aben Ramadan Hamarbi, il a marqué l'histoire de l'Algérie avec bien sûr sa citation, sa décision, la primauté plutôt du politique sur le militaire. C'est une phrase qui a marqué sa vie et bien sûr sa vision pour l'Algérie de demain. Et on l'a entendu, on a écouté pendant les Hirak, les Algériens ont réussi à revivre ou à redemander, si je peux dire, cette demande. On va écouter d'abord ces slogans pendant les Hirak par rapport à cette demande politique qui doit s'imposer sur le militaire. Docteur Sidi Mennad, peut-être parmi les personnalités dont les Algériens ne connaissent pas vraiment l'histoire et la vie, c'est bien Ben Ramadan. Bien sûr, il a été assassiné par ses siens. Beaucoup d'Algériens ne connaissent pas cette vérité. Comment vous expliquez qu'après tant d'années, les Algériens, pendant les Hirak, ils ont réussi à réhabiliter cette personnalité et imposer ce slogan que, bien sûr, le pouvoir a toujours ignoré, a toujours mis à côté, et c'est ça peut-être le malheur dont on vit les conséquences jusqu'à maintenant. Salim, avant d'essayer de répondre à ta question, permets-moi de faire un petit survol rapide concernant ces deux hommes, à savoir Selhussein Aït Ahmed, que j'ai eu l'honneur et le grand privilège d'avoir côtoyé brièvement pendant moins de 2 années lorsque j'étais membre de l'exécutif du FFS, et je tiens à lui rendre hommage aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui m'a marqué profondément. Et ce que beaucoup d'Algériens connaissent l'histoire de Selhussein, mais peut-être un côté que je me permets de mettre en avant en ce qui me concerne, parce que vous savez que ma passion c'est la protection de l'environnement, et Selhussein était très très imprégné de ces valeurs-là, de protection de l'environnement, de protection du pays, de ses ressources naturelles, des conventions globales sur l'environnement, que ce soit les changements climatiques, la couche d'ozone, les polluants organiques persistants. Il adorait m'appeler dans son bureau et on avait des échanges sur ces sujets-là qui le passionnaient. D'ailleurs, il devait même assister au sommet de la Terre au Brésil en 92. Malheureusement, les événements que vous connaissez ne lui ont pas permis. Donc, je tiens quand même à lui rendre un grand hommage et dire que, en ce qui me concerne, il m'a beaucoup impressionné par ses connaissances extraordinaires et qui sont hors du commun. Et aussi, j'aimerais rappeler à beaucoup de nos camarades du FFS qui ont peut-être oublié de rendre hommage à notre ami Mbarak Mahio, qui était donc trésorier du FFS et qui lui aussi a été assassiné lâchement avec son neveu du côté de Cuba.
Voilà, ça c'est le côté, je dirais, qui m'est personnel, tu m'en excuseras. Parler aussi de Ben Ramdan, c'est une immense figure historique. Je ne suis pas historien, je tiens à le préciser, je suis un simple citoyen qui ne peut que se remémorer de ce qui a été d'abord mon passé d'enfant, parce que je suis un enfant de la guerre, et même au-delà de la guerre qui s'est terminée en 62, pour moi, dans la région où j'habitais, où j'allais en vacances, en tout cas chez mes grands-parents, la guerre n'était pas encore terminée puisqu'elle s'est prolongée jusqu'en 64, et justement parce que le FFS de l'époque, le FFS de Sid Hussein, de Mohamed El-Hadj et bien d'autres, ont refusé le dictat imposé par Boumediene et Ben Bella. C'est quelque chose qui pour moi est très très douloureux, franchement très douloureux, parce que beaucoup pensent qu'en 62 on a eu l'indépendance et tout allait rentrer dans l'ordre, pas en Kabylie, pas dans la région où je suis né, et qui a dû subir je dirais, les crimes de l'armée de Boumediene, parce qu'on l'appelait comme ça, on l'appelait l'armée de Boumediene en Kabylie, et qui a donc assassiné beaucoup d'anciens maquisards, je dirais, de figures historiques aussi, et qui a continué d'ailleurs à assassiner même bien après. Donc la Kabylie a payé un lourd tribut même après l'indépendance. Je tiens vraiment, vraiment à le rappeler. Maintenant, revenons à Ben Ramdan qui parlait de la primauté du civil sur le militaire. On le voit aujourd'hui, on voit le résultat, parce qu'il savait très bien que les bottes des militaires faisaient entendre leur bruit aux portes de l'Algérie à l'indépendance, et peut-être même avant, puisqu'on dit que tout ça a été concocté avant l'indépendance, et qui aujourd'hui, plus de 60 ans après, on subit cette dictature militaire, parce qu'elle est militaire. Moi, quand on me dit il y a une façade civile et après, c'est une façade n'est qu'une façade, mais la réalité amère, c'est que c'est l'armée, et on le voit, les exemples sont tellement nombreux. Notamment depuis je dirais l'arrêt momentané, appelons ça comme ça, du Hirak, combien l'armée s'est impliquée, et vous parliez d'un certain personnage du nom de Gaïd Saleh, moi ce dont je me souviens de ce personnage tristement célèbre, c'est ces oukases qu'il nous délivrait 2 fois par semaine. Et on se demandait d'ailleurs pourquoi, mais en fait la réalité elle est là, et c'était lui le dirigeant enfin l'homme du pouvoir, et qui donc nous faisait tous ces oukases-là, et voilà où on en sommes. Donc Ben Ramdan était un visionnaire, il savait très bien ce que cela voulait dire. Et à chaque fois, c'est ça qui fait encore plus mal, nous ratons des virages, et je me demande si effectivement, et tu connais mon sentiment, Salim, je n'aime pas trop intervenir sur les chaînes de télévision ou autres, YouTube, parce que tant que je n'ai pas cette possibilité d'aller au-delà d'un constat, je préfère rester dans mon coin et peut-être même me lamenter. Merci. Je vous comprends, monsieur Dr Sidi Mnad, même si vos constats, vos analyses sont d'abord les bienvenus. Deuxièmement, ça peut changer les choses, parce que c'est vrai qu'on a tous besoin d'un changement, mais le changement vient après avoir analysé comme il faut la situation, et bien sûr, chacun peut proposer des solutions. Monsieur Maître Salah Debbouze, je reviens, vous en avez parlé de Ben Ramdan, le visionnaire, on avait parlé des occasions ratées par le pouvoir, on a tellement d'occasions, s'il avait utilisé le pouvoir, s'il les avait utilisées, au moins une d'elles, on aurait pu sauver le pays, on aurait pu éviter cette situation catastrophique dont on vit en ce moment. Et Ahmed
Aït Ahmed, il avait bien dit comme quoi depuis 1962 on n'a jamais eu un État, on n'a jamais eu une indépendance, une vraie indépendance, parce que bien sûr on n'a pas suivi le conseil, si je peux dire, d'Aban Ramadan, comme quoi le politique doit être la priorité, doit guider le militaire, si je peux dire. On va écouter Aït Ahmed, ce qu'il avait dit sur cet État créé après 1962. حقا الجزائر حصلت على استقلالها وإنما ما شيدتش الدولة المنتظرة، الدولة التي وعدنا بها الشعب الجزائر أول نوفمبر 54 عندما نادينا الشعب للكفاح التحريري ووضحنا الأهداف، ألا وهي تأسيس جمهورية ديمقراطية اجتماعية في إطار احترام مبادئ الإسلام. ولكن ظهر بعد 40 سنة أن لم تكن في الجزائر دولة، وإنما هناك زمرة من الجنرالات العسكريين والمخابرات هما اللي ماسكين زمام الأمور في الخفاء. Docteur Maître Salah Debbouze, on a entendu Aït Ahmed, il avait peut-être il a résumé la situation. On n'a pas fait ce qu'on avait promis à la population, au peuple algérien. Aban Ramadan nous a promis, il a promis au nom de, j'espère, au nom de tous les moudjahidines, comme quoi le politique doit être la priorité, doit primauter sur l'armée, sur le militaire. On a vu le résultat. Aït Ahmed parle de 40 ans, au moment où il avait déclaré il a fait ses déclarations. Maintenant, on est à 62 ans, et voilà, à 63 ans, et c'est la même chose. C'est l'armée qui guide, qui gouverne, et on est loin encore de ce politique qui doit guider le militaire en Algérie. Vous savez, moi j'ai souvent résumé la situation en deux formules à peu près, et je dis que la révolution s'est construite sur des cerveaux et des muscles. Il y avait une élite qui avait des cerveaux et une autre élite qui avait des muscles qui se sont alliés pour faire un chemin ensemble. C'est les cerveaux qui devaient penser et les muscles qui devaient être au service de ces cerveaux. À un moment donné, les muscles ont tué les cerveaux, se sont accaparés du pouvoir, ils continuent à s'accaparer du pouvoir et à exclure tous les cerveaux qui peuvent exister, naître ou revendiquer quoi que ce soit. C'est valable depuis l'assassinat de Ben Ramadan jusqu'aujourd'hui. Même Boumediene et Gaïd Saleh, moi je mets des doutes sur leur mort. Ça peut s'agir, à part Aït Ahmed qui est mort à Genève entre sa famille, donc les autres ils sont morts dans des circonstances douteuses. Absolument. Ce sont des gens qui ont tué, qui ont peut-être même accepté d'être tués quand ils dérangent parce que c'est la nature du système. Vous avez vu Boudiaf comment elle a été tuée en direct. Et donc l'autre formule, j'ai souvent dit que ces gens-là qui ont le pouvoir, ils ont compris, c'était une bonne chose d'ailleurs, que pour se débarrasser du régime colonial, il fallait des actes de sabotage. C'est beaucoup plus facile pour détruire le régime colonial, pour qu'il puisse partir, parce que le régime colonial était en Algérie pour faire des bénéfices sur tous les plans. Donc il fallait juste faire tomber la machine en panne. Et donc pour faire tomber cette machine en panne, il fallait des actes de sabotage à tous les niveaux, militaires et même civils. Et donc ils ont excellé
Il y a même des trucs qui ont été créés en Algérie qui ont fait, qui ont intéressé d'autres mouvements révolutionnaires à travers le monde. Ils s'y sont inspirés. Mais ces gens-là, ils ont pensé pouvoir, après 62, construire un pays avec ces mêmes actes de sabotage. Et donc, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas construire un pays avec des actes de sabotage. C'est ce que ce régime est en train de faire depuis 1962. Dès qu'il y a quelqu'un qui a une nouvelle idée, dès qu'il y a quelqu'un qui est intéressant, dès qu'il y a quelqu'un qui commence à sortir de l'ordinaire, ben, il faut le saboter. Vous faites un parti politique, on vous le sabote. Vous faites une association, on vous la sabote. Vous faites un projet économique qui réussit, il le sabote. Et donc, ça devient un réflexe, un mode de gestion, saboter, 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 saboter. Et donc, on ne peut pas construire en sabotant. C'est la nature de ce régime, ce qui veut dire que ce régime ne peut pas. Il ne sait pas et il ne pourra jamais construire un État et une société. Il devient maintenant un danger sur l'existence de l'État lui-même et sur la cohésion sociale. Vous voyez, nous avons déjà des prémices d'un éclatement social. Alors, ce qui s'est passé, les résultats de cette façon de gérer, on a eu 88. Et on devait tirer toutes les leçons. 88, il y a eu des promesses, l'ouverture démocratique, l'ouverture économique, le multipartisme, etc. Ça a marché un petit peu, moins d'une année et demie ou 2 ans. Après, il y a eu ce qu'il y a eu. Ensuite, il y a eu une pseudo-implosion avec 2019, février 2019, le Hirak. Et le régime a toujours eu de l'avance. Pourquoi? Parce qu'il a les moyens militaires, il a l'information, il a la malice et la manœuvre et la propagande et la façon de semer la zizanie et la pagaille entre les couches sociales. Il a beaucoup d'avance, il a beaucoup d'expérience. Donc, dans ces actes de sabotage et ces manipulations à tous les niveaux pour empêcher tout projet sérieux de prendre la route. Et donc, il a fait échouer, aidé, bien sûr, par le Covid qui était là qui a fait stopper le monde entier, donc non seulement. Et donc, récupération de ce régime qui sait très bien, il se trouve très bien dans les eaux, il sait très bien nager dans les eaux troubles. Donc, et il s'est refait une nouvelle santé. Mais avec les moyens économiques, financiers, militaires et tous les moyens de la propagande qu'il a, la prochaine fois, moi j'ai peur que ça sera fatal parce que nous avons un régime qui, je le dis souvent aussi, qui fonctionne au modèle de pays que nous voyons comment ils finissent. Il faudrait qu'on tire les conclusions, mais on ne sait pas le faire. L'Irak, la Syrie, la Libye, etc. Donc, si on ne change pas avec notre volonté ce régime politique, ben, j'ai bien peur que la prochaine fois peut être fatale. Très bien. Et c'est ce qui m'angoisse, moi. Ben, c'est vrai qu'on est tous angoissés. Inch'Allah, on va pas arriver à ce point-là. Rafiq Bouhlal, on avait parlé de ces personnalités qui ont marqué positivement l'histoire de l'Algérie. Mais il y a d'autres personnes peut-être pas si positivement que ça. À leur tête, ce Gaïd Salah, que beaucoup le considèrent comme quoi c'était le chef de file du régime qui a réussi à faire un coup d'État, si je peux dire, sur le Hirak, qui a imposé ces élections de 12-12. On va écouter cette infographe sur ce personnage et je reviens à vous, c'est Rafiq Bouhlal. À l'occasion de l'anniversaire de sa mort, Gaïd Salah est devenu un oublié, une persona non grata, que personne n'ose mentionner, même ceux qui lui devaient leur accession au pouvoir. Le défunt Gaïd, qu'on a glorifié jusqu'au point de quasi-canonisation, il ne reste plus rien de lui. Ni le pouvoir ni ses relais politiques ou médiatiques n'ont prononcé un mot. Ni souvenir, ni miséricorde, ni reconnaissance pour ses services
note des observateurs. Quant à cette nouvelle Algérie, dont il est crédité d'avoir posé les fondations par son coup contre le Irak, elle lui a tourné le dos et l'a renié. Ils ont versé des larmes et organisé pour lui des funérailles dignes de son rang, avant de jeter la terre sur lui et sur tout ce qui leur rappelait son souvenir. Ils l'ont enterré, et avec lui, tout ce qu'il représentait. L'histoire se souviendra de lui comme d'un homme qui a sauvé le régime autoritaire et l'a relancé, privant ainsi les Algériens d'un vrai changement tant souhaité, affirment des militants. Il n'a été évoqué ni par le pouvoir ni par quiconque. Ce qui restera de lui ne sera que les torts qu'il a causés au pays et le souvenir de ses victimes, concluent ses détracteurs. C'est vrai que M. Boulel, il y a beaucoup de questions à se poser. Pourquoi ce régime il a ignoré complètement Gaïd Salah? Il n'en parle plus. Il n'y a ni article, ni discours sur ce personne. Pourtant, c'est grâce à lui que Tebboune est là à présider l'Algérie. Effectivement, c'est grâce au général Gaïd Salah que Tebboune a été nommé président de la République. Autrement dit, il est en prison avec Saïd Bouteflika et son fils est toujours en prison avec le Boucher et sa clique. Mais ce qu'on peut remarquer, après ça n'engage que moi bien sûr, moi je pense que le Gaïd Salah n'est pas mort de mort naturelle, mais il a été assassiné d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que après la mort du Gaïd Salah, on a remarqué la nomination de Saïd Chengriha, la libération du général Mohamed Medine alias Toufiq, le retour en grande pompe du général Nazzar dans un avion présidentiel alors qu'il était condamné à 20 ans de prison et que depuis l'Espagne il a appelé au soulèvement militaire et à la désobéissance, on va dire, générale de l'armée et on le voit rentrer dans un avion présidentiel avec tous les honneurs. Plus grave encore que quelques 2 ans plus tard, ils ont été récompensés et glorifiés à travers des titres honorifiques par le président Abdelmajid Tebboune lui-même. Ce qui montre que, en gros, il y a eu la période Gaïd Salah où il a emprisonné les généraux les plus puissants et leurs cliques. Et après le décès de Ahmed Gaïd Salah, on a vu la libération de tous les généraux, de tous leurs colonels, commandants et autres, et l'emprisonnement de tout le clan de Gaïd Salah, y compris ses propres enfants. Rappelons que ces enfants ont fait l'objet de plusieurs procès dans un cadre de corruption, enrichissement illicite, où quand la presse algérienne a publié les biens des enfants de Gaïd Salah à Annaba, moi personnellement j'ai été plus que choqué où vraiment on voyait que les enfants de Gaïd Salah avaient été les réels propriétaires de Annaba et les Benoît qui habitent là-bas ne sont ni plus ni moins que des invités. C'est une fortune. Vous pensez que après le coup fait par Gaïd Salah contre le Hirak, juste après, il y a notre clan qui a fait un coup contre Gaïd Salah. C'est ça, c'est des coups d'État successifs. Absolument. Parce que, en fait, déjà, l'histoire nous le rappelle. En fait, c'est une succession de guerres des clans qui font que, aujourd'hui, là où on parle en 2025, l'État profond a repris les rênes du pays et Abdelmajid Tebboune ne peut que suivre. Autrement dit, il va se retrouver ou mort ou en prison. Et c'est tout à fait logique parce que mettre en prison le puissant patron des services secrets, le général Toufiq, n'allait pas passer sans conséquence. Emprisonner et pousser à l'exil Nazzar, un des décideurs depuis 30 ans, n'allait pas passer sans conséquence. Et surtout, tout leur clan qui a été décimé. Donc effectivement, le décès de Ahmed Gaïd Salah, et ça n'engage que moi bien sûr, n'est pas une mort naturelle, mais une mort
prémédité pour que le clan qui a été décimé à travers le Gaïd Salah sorte de prison. Et actuellement, ceux qui sont en prison, les généraux, les centaines, la cinquantaine de généraux, la centaine de commandants, colonels, lieutenants-colonels qui sont en prison, ne sont pas en prison à rien faire. Ils essayent à travers, depuis leur prison de faire tout en sorte pour ressortir d'une manière ou d'une autre, ou d'une manière pacifique, et ils sont amnistiés, ils prennent l'avion, ils quittent l'Algérie, ou d'une autre manière, à savoir faire en sorte d'éliminer Saïd Chougriha d'une manière ou d'une autre. Très bien, docteur Sidi Mnad, comme c'est fou, où sont passés les milliers de gens qui pleuraient sa mort? Ils étaient prêts à se jeter contre le camion qu'ils transportaient juste pour montrer leur amour. Tout ça, c'était une pièce théâtrale. Où sont passés maintenant ces milliers? Pourquoi ils ne réagissent pas? Pourquoi il n'y a aucune réaction, au moins pour commémorer sa mort? Moi, j'aimerais d'abord répondre à notre ami Serafir Bourlel. Je ne suis pas fan de lutte de clans, etc. Ça existe certainement, c'est possible, mais d'un point de vue pratique, qu'est-ce que ça nous ramène à nous, peuple algérien? Rien du tout. Qu'ils se mangent entre eux, qu'ils se déciment entre eux, ça, à la limite, ça ne me dérange nullement. Mais la réalité des faits, on parle de cette lutte des clans. Moi, je me souviens même au niveau de l'exécutif du FFS, il y a certains membres de l'exécutif qui ont parlé. Et c'est le Hussein disait, il n'y a pas de lutte de clan. Il y a peut-être des petites mésententes entre eux, mais dans la réalité des faits, dès qu'il y a danger, ils savent se regrouper et parfois, bien sûr, éliminer certains d'entre eux qui, éventuellement, pourraient apporter du danger à leur pouvoir. Parce que ce point, docteur Sidi Mnad, ce point, docteur ou qui parle de lutte de clan. Si Gaïd Salah a été assassiné, eh bien c'est la nature des choses. Hein. Lui, l'assassin, je dirais en chef, eh bien il a dû certainement subir le même sort et croyez-moi, ce n'est pas quelque chose une chose sur laquelle je vais m'apitoyer. Donc rien ne m'étonne. C'est un pouvoir qui est tellement opaque, qui arrive à comment dirais-je, à ne pas livrer ses secrets. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, nous tous qui sommes, comment dirais-je, sommés de donner notre avis sur tel ou tel événement, nous n'en savons pas grand-chose, il faut le reconnaître. Pourquoi? Parce que c'est un pouvoir qui sait se mettre à l'abri, qui a les moyens pour ça, qui les déploie à travers le monde, je dirais, et même au niveau de la diaspora, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et ça m'inquiète beaucoup, parce que c'est une hydre à 1000 têtes, pas simplement à 3 têtes, et qui se régénère tout le temps. On le voit depuis 62, même avant 62, et qui arrive à nous mettre en avant des visages. Mais en réalité, le corps est le même, le cerveau, dont parlait Maître Debbouze, que je salue au passage, est le même. Sauf que docteur Sidi Mnad, dans le complot, passés mettre dans le sabotage du pays, dans l'économie, dans le crime abject, parfois. Il n'arrête pas de tuer. Qui sait aujourd'hui toutes les personnes qui disparaissent, dont on n'a plus aucun signe de vie. Tout ça m'interpelle et c'est pour ça que franchement j'ai du mal même à en parler, parce que quelque part je me dis mais qu'est-ce que j'en sais? Mais docteur Sidi Mnad, tout ce que je sais, c'est que ce pays n'est pas dirigé, il n'y a pas de sauf que docteur Sidi Mnad, peut-être pas de gouvernance. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle il faudra pondérer à un moment ou à un autre. Docteur Sidi Mnad, peut-être, mais on a vu sur le terrain peut-être la cacophonie dans la désignation des responsables militaires. Et des dizaines de généraux sont en prison. Il y a beaucoup qui ont réussi à s'enfuir. Tout ça, peut-être, c'est des indicateurs comme quoi il y a vraiment
cette guerre des clans, et c'est une guerre des clans qui fait rage, et ça peut porter préjudice au pays, si je peux dire. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire, Céline. Qu'il y ait guerre de clans ou pas, ça ne nous avance pas à grand-chose, sauf à espérer que ce soit une véritable guerre qui fera que ils vont tous s'auto-éliminer. Mais malheureusement, même si c'était le cas, il ne faut pas non plus se leurrer. Ce sera pour laisser les graines de la discorde en Algérie, voire de l'émeute, etc. Parce que ne nous y trompons pas. Et l'histoire nous le rappelle tout le temps. Ceux qui sont en commande et qui un jour voient que la chose est perdue, eh bien, la seule solution qu'ils ont, c'est de créer un climat de terreur, un climat de vengeance au niveau du pays, entre X, Y, Z. C'est pas ça qui manque, c'est pas les éléments de discorde qu'ils ont réussi à semer en Algérie et dans beaucoup de régions, pas simplement la Kabylie, et qui vont mener à un désordre qui pourrait être, je dirais, comment dirais-je, très dommageable pour le pays. Et ça, franchement, ça m'interpelle. Très bien. Mais, Maître Salah Debbouze, qu'est-ce que vous en pensez on parle des coups d'État successifs, hein, un qui fait un coup contre le Hirak, puis on lui fait un coup, et on voit maintenant, on ne prononce même pas son nom des 6 ans après sa mort. Comment vous expliquez ce silence? Comment vous expliquez cette position de pouvoir par rapport à son père, hein, puisque c'est lui qui a créé, si je peux dire créé, ou peut-être qui l'a aidé à surmonter le Hirak et à poursuivre son règne sur l'Algérie? Vous savez, Ben Bella et Boumediene, Ben Bella était parti au Caire pour chercher Boumediene. Il est resté 1 mois pour le persuader de rejoindre les rangs de la Révolution. Boumediene qui n'était même pas militant du mouvement national. Et quand Boumediene était arrivé en Algérie, Ben Bella, on a fait de lui, avec un clan, moi je tiens, parce que les clans ça existe depuis la Révolution. Donc il en a fait de lui le chef de l'état-major, et quand Boumediene a fait son coup d'État, il a mis Ben Bella en prison. Moi j'étais très jeune à l'époque, on n'entendait pas le mot Ben Bella. Et parfois, si quelqu'un osait dire Ben Bella, il pouvait être interpellé. C'est la nature du régime, c'est comme ça. Demain, quand Tebboune va tomber d'une manière ou d'une autre, parce qu'il va s'agir de tomber, c'est pas de quitter le pouvoir, ou il va pas aucun chef d'État en Algérie, et je dis chef d'État parce que moi je ne crois pas à ce qui, c'est-à-dire l'histoire de président, élection, tout ça c'est faux. Donc c'est des chefs d'État. Pourquoi chefs? Parce qu'ils ont des prérogatives illimitées à travers la Constitution, mais qu'ils sont manipulés par les militaires, par une réalité invisible qu'on ne connaît pas, mais certainement des leviers qui leur permettent de manipuler les gens qui mettent à la tête de l'État. Tous les chefs d'État de l'Algérie, aucun de ces chefs d'État n'a jamais terminé son mandat normalement. Aucun. Depuis 1962 jusqu'à l'arrivée de Tebboune, Bouteflika a été démis de ses fonctions 1 semaine ou 2 semaines avant la fin de son mandat, qui a été tué, qui a écourté son mandat, qui est mort d'une mort suspecte, qui a été renversé, etc., etc. Donc, vous voyez, la nature du régime ne permet pas un changement normal dans un climat démocratique et transparent. C'est toujours les coups bas, c'est toujours la manipulation, c'est toujours la fraude, c'est toujours et puis faire sortir ça comme ça devant l'opinion nationale et internationale, comme si non, il y a des élections, non, c'est voilà. Quand ils ont posé la question à Boumediene après le coup d'État, pour lui dire 2 ans, je crois, après le coup d'État, une chaîne française lui avait posé la question.
Mela est en prison. Pourquoi? Il a dit non, non, il n'est pas en prison. Il est surveillé. Donc, on veut vous faire. C'est-à-dire, c'est quoi être en prison et c'est quoi être surveillé? Ils ont le culot de commettre la pire des choses et de vous expliquer que ce pire, pour nous, c'est autre chose que ce qui est. C'est pas un coup d'État, c'est un redressement. Mela n'est pas en prison, il est en surveillance. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec ces Mnet quand il dit que ce régime n'est pas normal. Oui, c'est vrai. Mais par contre, moi, ça m'intéresse. C'est pas ça m'intéresse que je vais dire celui-là il a raison ou celui-là il n'a pas raison. Non. Moi, ce régime m'interpelle parce que il cause beaucoup de tort. D'abord, à la nature de l'État, parce qu'un État équilibré, sage, permet à une société de vivre normalement, sainement et calmement et de se développer surtout. D'abord, de connaître d'où est-ce qu'elle vient. Réellement, pas seulement parce que quand vous allez dans les livres d'histoire scolaires, hein, moyen et primaire, moyen et même au niveau du lycée. En tout cas, mon époque, je vais parler de mon époque plus jusqu'aux années 80, début des années 80. Qu'est-ce qu'on nous enseignait? L'histoire de l'Algérie. 90%, si ce n'est pas plus. Allez, je vais être un peu plus large. Je vais dire 70% du programme. C'est quoi? C'est la révolution. Est-ce que l'histoire de l'Algérie, c'est que la révolution? Non. Et puis la révolution sur juste un aspect de glorification, pas l'histoire réelle de la révolution. On ne vous dit pas que la révolution, les révolutionnaires ont tué Ben Ramdan et que le Moudjahid avait mis à l'époque un article pour dire qu'il est tombé au champ d'honneur. Jusqu'aujourd'hui, les officiels de l'Algérie n'ont pas officiellement reconnu qu'il y a eu assassinat de Ben Ramdan. Ils le disent à titre personnel, dans des cercles, mais pseudo-officiels, mais jamais. On lui a fait une tombe à l'Alia. Je ne sais pas s'ils ont ramené ses ossements ou pas. On ne le sait même pas. Il y a des sources qui disent, jusqu'à présent, ils ne savent même pas où il est enterré. Il a été tué à ce qu'il paraît à Tétouan, où ils l'ont enterré, où ils l'ont jeté, où est-ce qu'ils l'ont brûlé, je ne sais pas, on ne sait pas. Bon, pour un petit peu ramener quelques équilibres, satisfaire les différents clans, chaque chef d'État, quand il vient, il peut dire oui, Chabani, oui, c'est une faute, ils l'ont tué, il ne fallait pas. Après, l'autre, il vient, il dit oui, même Messali, c'est pas tout à fait ce qu'on pensait. C'est bon, il y a aussi Messali, il faut reconnaître certaines choses. Mais jamais l'histoire n'a été de l'époque de la Révolution et même avant. Alors là, avant, on ne connaît pas du tout. n'a été abordée sur ces aspects positifs et négatifs et objectivement par des historiens. Quand vous voyez une personne nommée par le chef de l'État comme tête de file de l'entité qui va étudier ça avec le groupe français pour, soi-disant, sortir quelque chose de collectif concernant la mémoire commune entre la France et l'Algérie ou l'Algérie et la France, qui vous dit que Mbellerj avait fait la révolution, qu'il a été emprisonné, ils lui ont tiré sur... C'est ça l'histoire de l'Algérie, mais quand on vous dit de Ouled Meki, c'est en relation avec ce genre de déclaration. Vous prenez les gens pour des cons, ou alors est-ce que cette personne elle-même est très limitée et qu'elle est arrivée à ce stade? C'est pas sérieux. Donc, je dis toujours que ce pouvoir, ce régime politique qui a été conçu selon le mode de pensée de l'après-deuxième guerre mondiale qui est cristallisé dans ce monde-là,
renseignement, c'est-à-dire la force et la manœuvre, etc., qui, maintenant, il vous dit, nous avons l'une des armées les plus fortes. Oui. Contre qui elle est plus forte? Contre le peuple. Pas pour assurer la sécurité du pays. Parce que le premier danger, dès que les Américains ont dit, écoutez, vous êtes membre du Conseil de sécurité, on va faire passer quelque chose sur Gaza, non seulement vous allez vous taire, vous allez voter oui. Ils ont voté oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont très faibles sur le plan militaire, sur le plan économique. Sur tous les plans, ils sont très faibles par rapport, ce régime est très faible par rapport à l'international, mais il est très fort par rapport aux citoyens qui sont faibles. Très bien. Peut-être puisqu'on va pouvoir en finir avec l'histoire, pour passer à ces lois adoptées par les députés, j'aimerais bien parler d'un autre événement historique, peut-être qui a marqué aussi l'histoire, qui a vraiment marqué l'histoire, c'est, puisqu'on parle de décembre, c'est les élections législatives de 1991. Vous parlez de cette méfiance des Algériens par rapport aux élections. Il n'y a pas un Algérien qui croit vraiment que sa voix vale quoi que ce soit. Il y a beaucoup de méfiance sur ce sujet. Et le pouvoir a tout fait pour créer cette méfiance. J'aimerais bien écouter d'abord cette vidéo, cette infographe. C'est des questions posées par rapport à la valeur des élections, ce que pensent les Algériens, pourquoi pour eux les élections en Algérie, depuis surtout après le 92, c'est des élections qui ne valent rien puisque le gagnant est déjà écrit, déjà choisi. On écoute. Pour bien comprendre le contexte, il faut faire un petit retour en arrière, jusqu'en janvier 1992. Depuis la suspension du processus démocratique à cette date, le pays a bien sûr connu une succession de consultations électorales, et pourtant, malgré ce cycle qui pourrait ressembler à une vie démocratique, des questions fondamentales, elles, restent sans réponse. C'est donc précisément ce cycle électoral que l'on va examiner, et surtout la persistance de cette interrogation citoyenne. Parce que ce qui est frappant, c'est qu'en dépit de la régularité des scrutins, eh bien, ce sont toujours les mêmes doutes qui refont surface, avec une constance assez remarquable. Alors, entrons dans le détail. Essayons de disséquer ce doute. On va maintenant déconstruire la série de questions qui, mises bout à bout, dessinent une véritable anatomie du scepticisme des citoyens face au processus électoral. La toute première interrogation, elle est vraiment centrale. Quelle peut être la portée réelle d'élections dont les résultats semblent, d'une certaine manière, connus d'avance et qui, au final, n'apportent aucune modification substantielle à la réalité? Ce qui en ressort, c'est un sentiment dominant d'immobilisme. D'un côté, la perception d'une reproduction, élection après élection, de pratiques de fraude. De l'autre, et c'est une conséquence directe, une absence totale de changement concret dans la réalité politique du pays. La deuxième question, elle, s'attaque au cadre même dans lequel se déroule l'élection. Quel sens peut bien avoir un vote qui a lieu sous une forte tutelle sécuritaire et où les candidatures semblent triées sur le volet? Ce contrôle, tel qu'il est perçu, se manifesterait à plusieurs niveaux. D'abord, par une sélection des partis qui sont autorisés à concourir, ensuite par un filtrage des candidatures elles-mêmes, et enfin, peut-être surtout, par l'écartement systématique des profils qui sont jugés trop indépendants du système. Et tout ça, ça nous amène assez logiquement à cette autre interrogation. Si le choix n'est pas vraiment libre, s'il ne se fait pas entre des programmes et des compétences bien distinctes, comment est-ce que de telles élections pourraient répondre à l'attente d'élire des représentants qui soient jugés crédibles et responsables? Et puis, il y a une dimension économique qui est absolument cruciale. On parle bien ici de ressources considérables, issues du trésor public, qui sont engagées dans un processus dont le rapport coût-bénéfice semble extrêmement défavorable. Et enfin, la question des résultats. Finalement, que peut-on vraiment espérer d'un scrutin qui ne permet ni de voir émerger de véritables alternatives politiques, ni même un simple renouvellement des élites qui sont à la tête du pays? Maintenant, il faut s'arrêter un instant sur la nature de ces questions. Parce que le point qui fait tout basculer dans l'analyse, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas en fait de véritables demandes d'information. Non, ce sont en réalité des questions à caractère rhétorique. Une question rhétorique, on ne la pose pas pour obtenir une réponse. Elle sert à affirmer une conclusion que l'on connaît déjà. Les citoyens possèdent en fait déjà tous les éléments de réponse. Ces questions, c'est donc une manière d'articuler, de formuler un diagnostic partagé sur l'état du système politique. Et c'est de ce diagnostic partagé que découle une conclusion très forte, une déduction sur la voie qu'il faudrait suivre pour obtenir, cette fois, un véritable changement.
Le changement politique relève d'un processus de conquête plutôt que de concession. C'est une affirmation puissante. Elle redéfinit complètement la perspective de l'action politique. La déduction, elle est donc limpide. Le changement ne sera pas accordé, il ne sera pas concédé par le système en place. Il doit être conquis. Ça implique une posture active, une prise en main par les citoyens eux-mêmes, plutôt qu'une attente passive de réformes qui viendraient d'en haut. Très bien, mais cette conquête, quelle forme prendrait-elle? La voie qui est jugée la plus appropriée, c'est celle de l'action pacifique. Et il y a un détail important, c'est une voie qui a déjà été expérimentée, ce qui lui donne à la fois une légitimité et une connaissance pratique. Voilà, c'était une petite analyse de la situation, de la pensée, je peux dire, des citoyens par rapport aux élections, surtout depuis 1992. Je vais devoir aller pour une petite pause et on reviendra pour continuer ce sujet de l'histoire et on va passer à d'autres sujets. Restez avec nous.